Ce matin, on quitte Spontour et son camping avec un Quentin qui ouvre la route un peu dans la lune. On a dit on suit le parcours prévu et on s'arrêtera vers Argentat. Mais t'étais pas avec nous quand on l'a vu ou quoi? Parce qu'on a dû en parler 10 fois hier. Sacré Quentin, celui-là. On repasse sur la rive gauche pour continuer à longer cette Dordogne qui nous offre un paysage sublime à chaque kilomètre. À cette heure-ci, rouler est un bonheur car il ne fait encore qu'une vingtaine de degrés, surtout à l'ombre des arbres. Plus les heures passeront, plus il fera chaud. Plus les jours passeront, plus il fera encore plus chaud. Tout droit. Quentin, toujours devant, est un peu perdu par un guidage approximatif. Je m'explique. Le parcours que j'ai fait est évidemment le même pour Eric, Quentin et moi, mais nous utilisons 3 applications différentes, à savoir Kelimoto, Osmand et Maps. Du coup, chaque appli nous propose les mêmes points de repère que j'ai placés, mais avec parfois des parcours différents entre ces points. Il est donc arrivé qu'aucun de nous 3 n'ait le même parcours. Ouais, mais c'est pas celle-là, c'est pas là. Pratique, hein? La seule solution pour pallier à ce problème, mettre plus de points de repère et vérifier avant de partir que les applis nous font passer par la même route. Crois-moi, ça évite les malentendus. En attendant, le premier bourg que l'on traversera sera Aurillac, à ne pas confondre avec Aurillac, autre grande ville connue du Massif central. Eric me fera remarquer que quasiment toutes les maisons sont parfaitement entretenues et semblent ne pas souffrir des années qui passent et des hivers vigoureux. Cela alors que le bourg semble désert, abandonné, loin de tout et sans commerce, ou presque. Après Aurillac, on poursuivra vers Bassignac-le-Haut sur la D13, une petite route étroite faite de virouleaux qui nous bercerait presque. Globalement, toutes les routes du coin ne connaissent pas la ligne droite. En exagérant, je dirais même qu'elles ont des virages dans les virages. Ah ouais, j'ai oublié de te dire que j'étais parfois assez maladroit. Au moins, je fais marrer les copains. Bref, les routes que nous emprunterons aujourd'hui nous donneront de temps en temps l'opportunité d'un panorama très agréable pour les rétines, sur les vallées forestières environnantes ou sur la Dordogne elle-même. Gâté par un ciel parfaitement bleu, on admire le contraste du vert des forêts, du bleu nuit de la Dordogne ou du ocre des rochers. Un excellent panel de couleurs dans une même image. Continuons notre route, on perdra légèrement de vue la Dordogne. On rejoindra Darazac, nous prendrons la D75 jusqu'à Servires-le-Château, avant d'enchaîner sur la D29 qui serpente jusqu'au barrage du Chastan. Rassure-toi, je te mets tout le parcours dans la description.
Voilà, donc là on est arrivé au barrage du Chastan ce matin. Première étape de notre deuxième journée de Dordogne et troisième journée du road trip. Donc sache que c'est un barrage qui a été construit entre 1947 et 1951. Mis en route en 51, même s'il a été fini en 52. Donc c'est un barrage en béton, évidemment, qui repose sur un sol en granit. Il y a 275 000 m3 de béton, là, autour de moi. Hein. Donc il y a largement ce qu'il faut. Il faut savoir que la largeur de la route, là, ici, est de 6,50 m, mais qu'à la base, on est à 23,60 m de large, d'un côté à l'autre. On est à 260 mètres d'altitude, à peu près. Et le barrage retient, lui, à peu près 187 millions de mètres cubes d'eau. Donc quand le lac s'est formé, une fois que le barrage a été mis en route, il y a l'abbaye de La Valette qui a été construite en 1143, qui a été noyée. Mais ça ne les a pas dérangés plus que ça, parce que de toute façon, elle était déjà abandonnée depuis un moment, et il me semble même, à vérifier dans les livres d'histoire, qu'elle avait été incendiée bien plus tôt que ça. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que ce barrage développe 290 MW, ce qui pour moi veut pas dire grand chose, mais je pense que c'est pas mal quand même. Et que sa superficie est de 710 hectares. C'est quand même assez grand. Voilà. On est à peu près à 85 mètres de hauteur de voûte, hein, comme tu peux voir là. Donc c'est plus bas que le barrage de Bord-les-Orgues qui lui était à 135 mètres de voûte et 120 mètres d'altitude au niveau de l'eau. Là, il n'y a que 75 mètres de profondeur au niveau de l'eau. Voilà. Sinon, après, tu peux continuer à voir que les paysages sont quand même juste beaux à couper le souffle. Si ça te branche de parler mégawatts, même si tu ne t'appelles pas Doc, et que tu veux en savoir plus, sache que ce barrage se visite avec un guide gratuitement, ce qui est assez rare pour être signalé, moyennant juste une inscription sur le site vallée-dordogne.com. Je te mets le lien du site dans le descriptif. Et tu sais ce qu'on a fait après cette halte au barrage? On a repris la route, tiens. À peine avions-nous parcouru quelques kilomètres que l'on croisait un autre barrage, le barrage du Sablier. Après m'être renseigné, parce que non, je ne sais pas tout sur tout, j'ai appris qu'il a été construit dans les années 50, qu'il n'a pas du tout la même architecture que les trois autres que nous avions vus, puisque c'est un barrage de type pile-usine, avec 3 groupes hydroélectriques. Ces dimensions n'ont là non plus rien à voir avec les précédents, puisqu'il fait à peine 34 mètres de haut, pour une retenue de 72 millions de mètres cubes d'eau seulement, si j'ose dire. Bref, on ne s'est pas particulièrement attardé dessus et on a mis le cap sur Argentat. Le sens unique, c'est cadeau. Concernant Argentat, je vais avoir du mal à être objectif car ce nom a presque bercé mon enfance tellement mon père m'en a parlé, à défaut d'y aller. J'ai depuis rattrapé cette lacune puisque ce doit être la 3e ou 4e fois que je viens sur ces quais. Avouez que c'est magique, non? Argentat n'est pas une grande ville puisque moins de 3000 Argentatois y habitent. En revanche, cette ville existait déjà au temps des Gaulois. Tu sais, Astérix et tout ça, ici aussi. Il y avait déjà à l'époque une tour qui surveillait une route reliant la Bretagne à la Méditerranée. Au Moyen-Âge, il y avait un atelier monétaire mérovingien pour faciliter le commerce. Au XVIIIe et XIXe siècle, la ville a fait un bond en avant grâce aux gabarres. Les gabarres, c'est cette espèce de grande barque à fond plat qui pouvait naviguer sur des eaux peu profondes. Dans le sens du courant, elles se laissaient porter et pour remonter la Dordogne, elles étaient tractées par des bœufs ou des chevaux. Les gabarres transportaient essentiellement du bois pour faire des tonneaux des vignerons bordelais. C'était une activité très développée jusqu'à l'apparition du train en 1904, qui était évidemment beaucoup plus rapide.
Après nous être enfilé un sandwich posé à l'ombre des saules pleureurs sur les quais d'Argenta, on a à nouveau repris la route. Non sans une certaine difficulté à s'extraire de la ville d'ailleurs, le tout sous une chaleur qui commençait à être déjà franchement étouffante et qui prenait plaisir à faire surchauffer nos téléphones saturés, puisqu'en plus d'être nos GPS, ils relient nos intercoms en Bluetooth et ont l'écran au maxi de leur luminosité pour être visibles alors qu'ils ne sont quasiment pas ventilés derrière nos bulles. On se laissera se perdre quelques minutes dans la ville en profitant de ces petites ruelles étroites comme on aime, que l'on délaisse trop souvent au profit des grands axes. Bon, là on est tellement paumé qu'on va se poser pour s'y retrouver. Et c'est à ce moment-là, pile, que mon téléphone a dit « Stop, démerde-toi tout seul ». Eh oh Eric, je suis pas prêt moi, j'arrive pas à remettre mes gants tout plein de sueur, ils collent. Clairement, la ville d'Argenta marque un tournant dans le type de route que l'on parcourt. Depuis le 106 jusqu'ici, les routes étaient typiques de ce que tu peux rencontrer en montagne, t'as bien vu. Après Argenta, le paysage s'aplatit et devient juste vallonné si tu veux. Les routes s'étirent et deviennent plus larges, favorisant un rythme plus élevé. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour nous ventiler l'intérieur du casque et des vestes. Shut up and sit down. Ok, je me tais, t'énerve pas. Pour cette partie du tracé, c'est Eric et sa GS qui ouvrent la route, poursuivis par nos Vestrom de 16 ans chacune à Quentin et moi. Je ne t'en ai jamais parlé dans mes vidéos précédentes, mais j'adore cette moto. Facile à prendre en main, pas trop lourde avec ses 219 kg, suffisamment puissante les 3/4 du temps avec ses 77 chevaux, simple puisque presque sans électronique, la Vestrom est très confortable pour abattre du kilomètre sans fatigue grâce à une bonne position de conduite et une relative bonne protection du vent. Avec un minimum d'équipement, elle devient vite la monture idéale pour un budget achat-entretien conso dérisoire. Quant à la 1200 GS, pas la peine que je te la présente, c'est le Graal du trail. Non, on ne se met pas debout pour se la péter, on se met debout pour se refroidir. L'après-midi sera donc beaucoup plus roulant, tu l'auras compris. Sur la D41, on traversera Brivezac, Attillac, Bretenoux et Prud'Homin, entre autres. Au hasard des désaccords de parcours de nos applis, on se retrouvera sur ce chemin, qui n'est pas encore vraiment une piste, mais qui n'est déjà plus vraiment une route. Heureusement qu'on est en trail, moi je te le dis. Au fait, je t'ai dit que j'aimais bien les ponts. Bah regarde celui-là comme il est mignon. C'est le pont Miret sur la D80 entre Saint-Denis-les-Martels et Floirac. Il a été construit en 1912 pour remplacer un bac qui n'arrivait plus à traverser faute de profondeur. C'est pour ça qu'il est si étroit. Entièrement suspendu, il fait 140 mètres de long. Renforcé en 2003, son tablier reste composé de 150 traverses en bois et c'est un vrai bonheur que de le traverser.
Fatigué par la chaleur écrasante, on roulera encore une petite dizaine de kilomètres avant de s'arrêter pour la nuit dans un super spot. Bon voilà, ce soir on s'est posé à Gluj. Si, je te promets que ça existe, Gluj. On s'est trouvé un petit camping presque municipal, franchement pas cher du tout. 30 balles pour 3 avec 3 motos, avec le chien, avec les petits pains au chocolat et les croissants pour demain matin à 8h30, tu vois. Le kiff quoi. Et on est allé se baigner dans la Dordogne juste à côté pour se rafraîchir. On a un accès direct depuis le camping, donc ça c'est pas mal. Et là ce soir on marche un petit peu à côté du pont qu'on a emprunté tout à l'heure. Et on va se faire une pizza parce qu'il se fait faim. Voilà le programme de la soirée. Hein, on va se faire du bien à l'estomac après le plaisir aux yeux, le plaisir de pilotage. Allez, à plus tard. Au final, pour ce deuxième jour au bord de la Dordogne, moins de 120 km auront été parcourus en 3h16 de roulage. Ça peut paraître peu comme ça, mais avec les divers arrêts, cela nous aura pris une bonne partie de la journée et surtout, on se sera posé au camping des Falaises, dont je te mets l'adresse du site dans la description, pas trop tard pour en profiter. Ce deuxième jour aura tenu toutes ses promesses en termes de paysage, de route et d'histoire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager et mettre un pouce vers le haut, et si c'est la première vidéo que tu regardes, abonne-toi pour voir les autres. T'inquiète pas, l'épisode 3 arrive bientôt.